Mapping, cette année, je vais présenter deux nouvelles œuvres en fait, qui n'ont pas été présentées avant. L'une s'appelle Beyond, c'est une performance audiovisuelle en fait, qui explore un petit peu l'espace et le temps à travers en fait, une projection cubique qui va en fait, changer la perspective de l'espace et jouer avec les sens en fait, du public. Et l'autre projet s'appelle Renaissance. C'est une projection qui va se passer demain sur le musée de l'Histoire à Genève. Et en fait, vu que le thème du mapping est 2051 et que je projette aussi sur le musée de l'Histoire, je voulais faire un peu un lien entre la modernité et un peu une époque de l'histoire de l'art, un peu qui s'appelait la Renaissance, où c'était aussi un moment assez critique où la société a reconsidéré beaucoup d'éléments et c'était une époque de beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements et beaucoup de gens ont repensé à leur manière de vivre à cette époque-là. Et je trouvais que ça crée un lien assez intéressant avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, surtout avec le Covid et ce moment d'arrêt qu'on a eu depuis 2020. Et ça va être un mélange en fait d'une esthétique qui est très moderne digitale avec une esthétique ancienne en fait, un mélange des deux. Et je vais aussi apporter de l'interaction à l'espace et du coup les gens pourront interagir avec l'œuvre directement en se déplaçant dans l'espace. Après tout, c'est une question d'esthétique dans le sens où je ne peux pas non plus créer une histoire à travers. C'est une expérience en fait audiovisuelle et digitale. Et j'ai juste en fait quand on crée en fait une projection sur un bâtiment ancien, on est forcément inspiré du lieu et de l'architecture du lieu. Et on ne peut pas échapper à cette architecture ancienne avec les colonnes et tous les éléments en fait, qui font partie en fait, de cette architecture. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en fait, jouer un peu avec ses sens et de redécouvrir un peu cette façade d'une autre manière en utilisant ces nouvelles technologies numériques qui permettent de modifier la perspective qu'on a de l'espace. Après, au niveau des liens, il y a beaucoup aussi de similarités entre cette époque-là et la nôtre. En fait, l'art a toujours évolué esthétiquement, mais en fait, le sens était toujours le même. Et du coup, il y a cette disparité, mais aussi ce lien commun entre ces deux époques en fait, que je vais essayer d'explorer à travers ce travail. C'est lié à cette époque vu de la technologie, de l'outil qu'on utilise en fait. Et je pense que dans l'histoire de l'art, ça a toujours été. Il y a toujours un concept avant tout, mais l'outil qu'on choisit ou qu'on utilise aussi justifie et distingue en fait la nature, l'art en soi-même à travers la technologie. Si je travaille avec de la peinture à l'huile ou de la peinture à l'eau, c'est clair que l'esthétique sera différente. Et du coup, le lien, en fait, c'est qu'on reste des artisans un peu d'une part ou d'autre. En fait, qu'on soit artiste numérique ou artiste, je veux dire, ou peintre, on crée nos outils nous-mêmes et à partir de ça, l'outil définit aussi l'esthétique de l'œuvre. Oui, c'est des techniques en fait, qui sont développées à partir de code, à partir d'algorithmes. Et du coup, c'est aussi la manière dont l'évolution par rapport, par exemple, au cinéma ou la vidéo, qui est plus basée en fait, sur une notion de temps, alors que mon travail est basé sur une notion d'événement. En fait, et le contenu est modifié à travers des événements qui vont sculpter un petit peu le contenu à travers en fait, ces événements, que ce soit par rapport au son qui interagit avec l'image, par rapport aux gens qui vont se trouver sur place, qui vont interagir avec leurs mouvements. Et c'est un peu comme une sculpture audiovisuelle, en fait, j'appelle ça. Et c'est un peu le lien qu'il y a avec aussi tout ce travail de sculpture qui a été fait avant. Sauf que tout peut être modifié en temps réel et c'est ce qui donne un peu
son côté unique et irrépétable, en fait, dans un sens. Ouais. En 2013, j'ai créé une œuvre dans un dôme à Montréal qui s'appelle Dromos, en fait. Et ça a été un peu le déclenchement de beaucoup de choses en fait, dans ma carrière en tant qu'artiste indépendant, mais aussi en tant que narration en fait, de l'œuvre. Travailler dans des milieux immersifs en fait, amène à travailler la matière, le contenu d'une autre façon. Et qu'on puisse travailler sur une vidéo, on travaille un petit peu sur une narration, et alors que dans un milieu immersif, on travaille sur des sensations. Et c'est difficile à expliquer, mais à travers de la musique, par exemple, les basses, ça reste de la musique, mais ça reste quelque chose, une expérience physique plus que de la mélodie ou quelque chose en fait qui peut être apprécié avec un casque ou chez soi. En fait, un milieu immersif, on ne peut pas s'échapper de cette combinaison de médias, son et images ensemble. Et la même chose en fait de l'image. L'image n'est plus l'image en soi, c'est quasiment de l'architecture et on ne peut pas s'échapper de ce côté-là où les murs en fait ont l'impression de changer de taille, les perspectives en fait changent complètement. Et ça a été vraiment quelque chose qui a déclenché beaucoup ma manière de créer des performances audiovisuelles et de créer ce côté sculpture audiovisuelle où c'est vraiment les inputs qui façonnent la narration de l'œuvre. Et c'est ce côté intéressant dans ma pratique, je vais dire, parce que à chaque fois que je joue l'œuvre, à chaque fois elle peut être différente. Ça dépend en fait de beaucoup de choses et ça devient vraiment un outil de performance. Et c'est un petit peu ce qui m'a amené à créer toutes les pièces qui ont suivi en fait, et toujours me questionnant pourquoi le faire en temps réel et pas le précalculer avant et le jouer tel quel. Et c'est comme ça, c'est ce qui m'a amené aussi ensuite à aller au-delà de l'analyse sonore par exemple et travailler avec des datas que je vais récupérer sur internet ou créer des installations interactives où je crée un dispositif et même si je l'imagine d'une manière à la base, le comportement des gens est toujours imprévisible et c'est aussi ce qui me plaît dans ces expériences, c'est que l'œuvre appartient aussi aux gens qui l'utilisent et c'est un mélange des deux en fait. La technologie, à la base, elle peut être utilisée pour nous permettre de mieux vivre, en fait. Moins travailler et se faire aider des algorithmes ou de l'intelligence artificielle pour aussi soit être plus productif ou produire d'une manière un peu plus intelligente, on va dire. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui sont négatives, comme l'utilisation de données privées à des fins commerciaux, des choses comme ça, quoi. Et tout dépend un peu de ce qu'on veut faire avec. Et c'est sûr, si on regarde un petit peu les news tous les jours, en fait, on rentre dans des schémas futuristiques assez sombres, on va dire. Mais on oublie en fait qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de la technologie, qui nous aident à mieux vivre, comme je sais pas, l'hydrogène ou des choses comme ça qui vont être les nouvelles énergies du futur. Mais je pense que le problème avec les informations qu'on reçoit sont toujours un peu négatives parce que la peur fait vendre et on retient juste en fait les côtés négatifs, mais il y a aussi beaucoup de côtés positifs qui sont intéressants. Et c'est sûr que moi j'utilise la technologie à des fins artistiques, mais c'est aussi ça peut éveiller des gens aussi de plein de différentes manières et justement en fait l'interaction, les pièces interactives aussi permettent aux gens aussi de pouvoir s'exprimer de leur manière et inciter aussi à être plus créatifs, on va dire. La première chose qui m'interpelle, je pense, c'est les transports, par exemple. Je pense qu'on peut créer des transports beaucoup plus... l'urgence aujourd'hui, c'est le changement climatique, c'est sûr, en fait. Et, je pense que c'est quelque chose... si on continue de la manière dont on fonctionne aujourd'hui, que ce soit post-Covid et des choses comme ça, si on ne retient pas les leçons, en fait, du changement de la biodiversité ou l'épuisement des ressources naturelles, des choses comme ça, c'est clair que ce n'est pas la technologie qui va nous sauver, je pense.
la technologie reste un outil après utilisé pour créer des moyens de transport beaucoup plus propres au niveau de la pollution. C'est déjà en fait un grand bond pour l'humanité, je pense, quoi. Et c'est un peu ce que je vois, comment utiliser des ressources naturelles mais beaucoup plus propres et tout ça, en fait. Enfin, je vois ça comme une urgence, en fait, au jour d'aujourd'hui. Après, pour ce que je fais, ça reste du numérique. Et je regarde aujourd'hui l'éducation, par exemple, elle se fait beaucoup en ligne. Et, par rapport à il y a 10 ans, on retrouve plein de ressources maintenant en ligne. Et on peut s'auto-éduquer soi-même. Et je trouve que c'est aussi très intéressant de ce côté-là. En fait, n'importe qui peut auto-apprendre. En fait, et on n'est pas obligé d'avoir d'une famille assez aisée ou avoir des facilités, quoi que ce soit. En fait, si on veut, on peut apprendre à travers Internet, ces technologies. Je vois aussi ça comme vraiment une bonne chose pour tout le monde, en fait.